Hello! C'est peut-être votre résolution de l'année 2020, lire plus. En tout cas, c'était la mienne l'année dernière, en 2019. Et j'ai réussi. J'ai lu 7 livres et je vais vous montrer les livres que j'ai lus. Ceux qui m'ont suivi sur mon Instagram, je vais le mettre là, 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 là. Ont vu dans mes stories les bouquins que j'ai lus cette année et ont eu un peu un retour pendant que je les lisais en ligne, en live, dans mes stories. Ceux qui me suivent aussi sur Twitter, je vais mettre mon Twitter là. On lit aussi des quotes, des citations, des livres que je lisais en direct de ma lecture. Donc c'est parti, voici les livres que j'ai lus en 2019. Le premier livre que j'ai lu, c'est en fait un MOOC, un magazine book, un MOOC. Ce MOOC, on me l'a offert lors d'un entretien d'embauche pour un stage chez Totem TV, qui est un média qui avait été créé par Kai Lumumba. Et du coup, pendant mon entretien, j'étais du coup avec Kai et un autre monsieur qui s'appelait Mark Shepsoon. Et il me l'avait offert à l'issue de l'entretien pour que je puisse un peu me renseigner, obtenir des connaissances sur le continent africain. Donc voilà, j'ai lu ce MOOC, c'est beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entretiens croisés. C'est pas vraiment des reportages, c'est surtout des, j'ai envie de dire des essais qui abordent différentes thématiques sur les prochains enjeux du continent africain au cours des prochaines décennies. Il y avait quelques passages, quelques entretiens, quelques interviews qui étaient difficile à comprendre. Je pense que beaucoup de ces interviews s'adressent quand même à des gens qui sont initiés et qui connaissent à peu près le sujet, du moins dans les grandes lignes. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Je pense que je pars déjà avec une longueur d'avance comparée à d'autres personnes, vu que je travaille pour BBC Afrique. J'ai fait un stage chez Vox Africa. Ma couleur de peau en dit long aussi sur, je pense, les connaissances que j'ai de façon innée. C'est très intéressant pour ceux qui veulent se renseigner, pour se décoloniser l'esprit, déconstruire les idées préconçues qu'on a déjà dans son cerveau concernant le continent africain. Quand j'en avais parlé sur Instagram, du coup dans mes stories, il y avait pas mal de gens qui m'avaient envoyé des messages pour me demander où ça se trouvait. Il faut tout simplement aller sur le site de revueprojet.com et vous pouvez le commander en ligne. C'est le numéro 351 du mois d'avril 2016. Donc voilà, il coûte 13 € et franchement, je sais que je vais le faire circuler dans ma famille parce que c'est des thématiques qui nous intéressent, personnes de couleur comme les gens qui ne sont pas de couleur dans ma famille. Et voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur ce bouquin, revueprojet.com. J'ai dit une connerie tout à l'heure, en fait j'ai pas lu 7 livres pendant l'année, j'en ai lu 8. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est J'ai fait un rêve de Martin Luther King, parce qu'on reste dans le Black Power. Ce livre-là, je l'avais eu à la fin de mon stage chez Vox Africa en 2015. On me l'avait offert et en fait c'est pas juste le discours I Have a Dream de Martin Luther King. En fait ce livre-là il regroupe plusieurs lettres que Martin Luther King avait écrites à différents représentants religieux quand il était enfermé en prison, plusieurs discours qu'il a fait notamment dans les paroisses ou s'il y a des manifestations, forcément I Have a Dream. Et surtout, il y a un entretien qui dure, une interview qui dure une grande partie du bouquin où en fait c'est une interview qu'il a donnée à Playboy. Il me semble quelques mois avant qu'il meure. Et déjà, moi quand j'ai lu qu'il avait donné une interview à Playboy, j'étais un peu genre chouk, genre what the fuck. Et en fait, ça a du sens parce que Playboy c'est un magazine, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un magazine qui touchait vraiment les masses et pas forcément juste le public de Martin Luther King, l'audience de Martin Luther King. Déjà, le journaliste qui interviewait Martin Luther King maîtrisait son sujet et l'entretien s'est fait non pas dans la confrontation ni rien, c'était vraiment un bel entretien. Et du coup, ça permet d'ouvrir le sujet en fait à des gens qui vont se dire ah mais non, ça me regarde pas, c'est des problèmes de noirs ou les problèmes raciaux, ça me regarde pas. Et du coup, j'avais trouvé que ce bouquin était très bien fait parce que il y a aussi ce côté anxiogène où les discours sont, enfin les différents textes sont classés en ordre chronologique et on voit Martin Luther King qui se rend compte au fur et à mesure qu'effectivement sa tête a été mise à prix et il va pas tarder à mourir, et notamment le dernier discours qu'il a prononcé juste, je pense que c'est genre 2 jours avant qu'il meure, quelque chose comme ça. Le gars était au courant qu'il allait crever et c'est très émouvant. Il y a beaucoup de textes, j'ai passé mon temps
à souligner des phrases, carrément des paragraphes entiers, parce qu'il y a des choses qui font tellement écho à les confrontations raciales qu'il y a aujourd'hui, les luttes raciales et les tensions raciales qu'il y a de nos jours, que je me dis, en fait c'est triste, c'est un triste rappel de se dire que, il y en a qui vont dire que j'exagère, mais on en est quand même toujours au même point. Donc ce bouquin est d'utilité publique. Si vous n'avez pas envie de mettre 12 €, de donner 12 € à Bayard pour acheter ce bouquin, je pense que les 3/4 des discours de Martin Luther King sont de toute façon disponibles à la lecture, en ligne. Je pense aussi qu'on peut retrouver des vidéos sur YouTube. Je sais que moi, quand j'étais au collège et au lycée, souvent les profs d'anglais nous diffusaient des bouts de discours de Martin Luther King. Donc c'est accessible. Si vous ne lisez pas, vous n'avez pas d'excuses. Voilà, Martin Luther King. Forcément, après avoir lu Martin Luther King, c'est très... J'ai pas envie de dire que c'est lourd, mais c'est surtout pour une personne de couleur. C'est éprouvant de lire ce genre de bouquin. Donc après ça, j'ai voulu me détendre, passer à quelques petites lectures frivoles. Et du coup, dans un charity shop à Londres, j'ai trouvé How to be a Parisian wherever you are. Du coup, forcément, oui, le bouquin est en anglais, mais c'est un bouquin qui a été écrit par les Françaises, notamment Audrey Diwan, qui est une éditorialiste du magazine Stylist qu'on vous donne toutes les semaines dans le métro. Et en fait, j'adorais ses chroniques, je ne savais absolument pas qui c'était avant, mais j'adorais ses chroniques dans Stylist. Je les trouvais très cyniques, mais toujours très justes, avec forcément ce petit côté parisien qui nous plaît, surtout qu'à l'époque, la première fois que j'ai lu Stylist, c'est quand j'avais encore des cours dans le 16e, donc je vivais ma meilleure vie de tout ce qui brille. Et donc voilà, Audrey Diwan, c'est comme ça que je l'ai connue, et j'avoue que je pense que quand le bouquin est sorti pour la première fois, j'avais pas percuté qu'elle était une des auteurs, des autrices de ce bouquin, et j'ai senti, même si le bouquin est traduit en anglais, j'ai senti sa plume dans certains passages du bouquin. Et en fait, je l'avais acheté parce que il est très instagrammable. Moi, je me souviens qu'il avait fait le buzz, que toutes les meufs s'en servaient pour faire leur flat lace sur Instagram. Et donc voilà, je l'avais acheté en me disant ouais, on va voir ce que ça donne. Et en fait, il est vraiment bien. J'avais vraiment peur que ce soit que des clichés sur les Parisiennes. Alors forcément, il y en a, mais on s'y retrouve. On n'est pas complètement oublié dans le bouquin, même si on sait que la cible première, ce sont les Parisiennes à la Gainsbourg, à la Jeanne Damas, à la Sophie Marceau. Donc pas forcément les meufs comme moi, mais ça fait rire parce qu'on s'y retrouve. Les banlieusardes et les vraies Parisiennes, on s'y retrouve. Donc vraiment, si vous le trouvez, lisez-le. Si vous avez en plus après envie de faire des photos avec pour Instagram, c'est parfait, mais il est vraiment bien. Et le must du must, c'est qu'à la fin, déjà elle donne quelques spots parisiens dans lesquels aller, mais surtout il y a des petites recettes à la fin, et j'en ai testé une, notamment les asperges au four à l'huile d'olive, au citron et au parmesan, et ça envoyait du pâté, donc rien que pour ça, lisez-le. Après les frivolités de How to be a Parisian wherever you are, j'ai lu American Psycho. Je l'ai acheté dans une brocante ici à Anthony Beach. Le mec m'avait dit mais vous êtes sûr que vous avez envie d'acheter ce bouquin là parce que vraiment il est violent et tout. Même moi il m'a fait tourner de l'œil machin. Et moi j'étais en mode bitch. Je peux, I can handle it. Ton bouquin je vais le lire tu vois. Comment vous dire qu'il avait raison? C'était un beau trigger warning qu'il m'avait donné à l'époque. J'aurais dû m'en douter. Mais moi, pour moi, enfin tu vois, c'est les gens qui me disent les bouquins de Stephen King ça fait peur, machin chouette. Pour moi, quand je regarde un film, effectivement, je vais avoir peur. Si j'ai l'image devant mes yeux, je vais avoir peur. Si je vois du gore devant moi, ça va me soulever l'estomac. Mais en lisant, je me dis, mon imagination n'est pas aussi puissante que ça. Mon imagination est aussi puissante que ça. Donc effectivement, c'était un peu dégueulasse. Il y a eu 2-3 moments, plus que ça d'ailleurs, qui m'ont fait tourner de l'œil, où j'ai dû poser le bouquin, faire autre chose parce que... genre vraiment, je sentais que ça travaillait, que j'étais pas loin de vomir. Mais c'est un très bon bouquin pour les gens qui sont tarés. Je sais pas si vous connaissez l'histoire d'American Psycho, mais en fait c'est l'histoire d'un espèce de trader à New York, au début des années 90, quelque chose comme ça, qui vit une vie de nabab. Il va en boîte, il va dans les meilleurs restos, il a un super
bureau en haut des tours, machin, tous ses potes sont comme lui, ils sont tous habillés pareil, ils sont tous les dernières technologies, ils vont à la salle de sport, ils font des UV, enfin vous voyez le type de mec, genre le mec dans Sex and the City. Et en fait le mec s'avère être un serial killer et il s'attaque aux femmes et aux SDF et c'est dégueulasse. Il y avait un film avec Christian Bale qui a joué Batman, je l'ai regardé après et le film aussi est très très gore. Il y a genre 3 fois moins de meurtres dans le film que dans le bouquin et donc voilà, si vous aimez ce genre de littérature là, foncez, c'est très bien. Et en plus cette année il y a eu les Ted Bundy tapes, tout ça, le film avec Zac Efron. Je suis pas tombée comme les 3/4 des gens dans Netflix là qui tombent dans ce hole et qui après regardent tous les contenus de divertissement possibles et imaginables sur les serial killers, les psychopathes et tous ces trucs là. Après American Psycho, j'avais besoin de me repentir parce que franchement ce bouquin il était démoniaque. Et donc du coup, encore une fois dans un charity shop à Londres, j'ai trouvé ce bouquin de Shaq. The Shack aussi ça a été un film et en fait moi j'en ai entendu parler comme ça parce que quand le film est sorti il y a eu un espèce de bad buzz autour du film parce que en gros le film raconte l'histoire d'un père de famille qui part en week-end à la montagne avec ses enfants et il y a un accident et pendant cet accident là sa fille cadette se fait enlever par, encore une fois, un serial killer et sa fille disparaît, elle se fait trucider en gros. Et du coup ça change complètement ce père, il est en deuil, il est très triste machin et un jour il reçoit un message dans sa boîte aux lettres, un message de Dieu qui l'invite à revenir sur les lieux du crime et s'ensuit toute une discussion théologique, philosophique machin sur le deuil, sur comment gérer le deuil surtout quand on est chrétien. Donc voilà le pitch. Dieu se présente à cet homme sous forme d'une femme noire. Pour le film, ils ont casté Octavia Spencer pour jouer ce rôle-là. Et tous les gens étaient fâchés, mais je pense que ces connards n'avaient même pas lu le bouquin parce qu'il y a une explication en plus dans le bouquin pourquoi c'est une femme noire. Et donc tout le monde s'était écrié « Mon Dieu, Dieu est une femme et en plus elle est noire ». Donc si vous voulez comprendre pourquoi dans le film Octavia Spencer joue Dieu, lisez le bouquin, ça intéressera beaucoup ceux qui sont branchés philosophie parce qu'il y a vraiment pas mal de philosophie dedans et forcément les gens qui s'intéressent un peu de près ou de loin à la religion. Moi j'ai pris mon temps pour le lire parce que comme je disais il y a beaucoup de philosophie et de théologie dedans et du coup il y a des moments où vraiment il faut prendre son temps, surtout que j'ai lu en anglais du coup le bouquin, il faut prendre son temps pour bien comprendre les phrases, bien comprendre le message derrière les phrases. Et j'avoue qu'il y avait plusieurs moments où mon esprit vagabondait ailleurs et j'étais obligée de relire genre 3, 4, 5 fois le même paragraphe ou parfois même la même phrase pour bien comprendre ce qui se passait, le message, tout ça. Donc il est pas très long, franchement les 100 premières pages où il explique l'enlèvement de sa fille, l'enquête de police, tout ça, et surtout son deuil, ce qu'il ressent, sont assez durs à lire. Enfin, en tout cas, moi, plusieurs fois, j'ai été très émue. Mais à la fin du bouquin, on est content parce que du coup, le mec va beaucoup mieux, tout ça. Donc voilà, c'est une petite lecture de moins de 300 pages, 250 pages. Malgré ce que je viens de dire, il fait du bien au moral. Et donc, je disais que quand je verrai le film, je vous le dirai. Un autre bouquin qui n'est pas forcément très joyeux mais que pour moi c'était une nécessité de le lire et je l'ai enfin lu cette année, c'est Brave de Rose McGowan que mon amie Justine m'a offert pour Noël je crois, mon anniversaire il y a un an et demi je pense, vu que c'était juste après le mouvement MeToo. Rose McGowan, tout le monde la connaît de Charmed, elle était aussi dans Scream. Moi je l'aime d'amour et d'eau fraîche forcément, vu que c'était le personnage qu'elle jouait dans Scream et dans Charmed étaient des personnages que j'ai toujours appréciés. Et donc je la suivais depuis des années sur Twitter et quand enfin elle a pu se libérer et surtout libérer la parole de tout le monde via ce mouvement MeToo dont elle n'a pas été la créatrice mais elle a été une des voix les plus importantes dans ce mouvement-là. Je me suis dit mon Dieu, parce que ça faisait des années qu'on la voyait plus à l'écran et qu'on se demandait un peu ce qui se passait dans sa vie et enfin on avait des éléments de réponse. J'avais très envie de lire son bouquin et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que Justine me l'a offert et j'ai enfin pris le temps de le lire cette année.
Le livre est fait aussi de façon chronologique, donc elle part de son enfance où elle a effectivement grandi dans cette espèce de secte chrétienne en Italie, et après comment elle s'est retrouvée aux États-Unis et qu'elle s'est toujours retrouvée un peu en marge de la société quand elle était aux États-Unis, comment elle est rentrée dans Hollywood, et tout de suite, c'est ça qui est super frappant dans le bouquin, c'est que à peine elle a eu un pied dedans que déjà elle a rencontré Harvey Weinstein, et qu'elle ne nomme pas d'ailleurs dans le livre, je pense encore pour des histoires de diffamation, pour ce fameux accord qu'elle a passé avec lui, mais voilà, et tout de suite, tout ce qui lui arrive, toutes les horreurs que les gens lui ont dit pour excuser tel ou tel comportement, une partie de son histoire que j'avais de façon très intrusive, très envie de lire et de comprendre, c'était sa relation avec Marilyn Manson. Elle est sortie avec lui pendant plusieurs années, et ceux qui me connaissent savent que j'y étais aussi dans la culture Marilyn Manson, tout ça, et donc c'était un peu un couple iconique à l'époque, le couple Rose McGowan et Marilyn Manson, et elle en parle dans son bouquin. Ils ont eu une très très belle histoire d'amour, elle a que de gentils mots pour lui, mais finalement ça a très mal fini, et comme les hommes sont des cons, Marilyn Manson était blessée dans son ego à la fin de cette relation et a un peu traché Rose dans la presse, mais quand on lit le bouquin, on pense qu'elle ne lui en veut pas. Tous les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie, il y en avait pas un pour rattraper l'autre, dont son père. C'est pas un bouquin facile à lire, elle y raconte la scène de viol d'Harvey Weinstein, et j'avoue que j'ai posé le bouquin, j'étais complètement sonnée, et j'ai pas relu le bouquin pendant quelques jours parce qu'il faut le temps de digérer tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment une lecture à lire. Il y a, je dis pas que le bouquin est parfait, hein, parce qu'il y a quelques moments où elle met maladroitement en rapport le sexisme, le racisme et toutes ces luttes-là. Et pour moi, c'est pas il y a des ponts à ne pas créer, et il y a des expériences qui sont différentes et à ne pas comparer. Je pense que plusieurs femmes, si ce n'est la totalité, se reconnaîtront dans au moins une des expériences de Rose McGowan. L'avant-dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai acheté sur Assos il y a quelques années, justement pour prendre des photos pour Instagram, parce que c'était le livre à avoir sur ses flat legs sur Instagram il y a quelques années. Je l'avais jamais lu, et en fait après avoir lu Brave de Rose McGowan, je m'étais dit bah en fait on est dans ce mouvement là où il faut que les nanas on soit à fond machin, et donc je m'étais dit bah en fait je vais le lire, je vais voir ce que ça donne, parce que Sophia Amoruso, je la suis sur Twitter et je trouve que c'est une nana qui ma foi, qui a l'air fort sympathique, et donc je l'ai lu. Et il m'a vraiment donné un coup de boost en fin d'année dont j'avais vraiment besoin. Ce bouquin-là m'a vraiment donné envie dans 2020 me sortir les doigts du cul. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Elle raconte forcément son histoire. C'est très, très intéressant d'ailleurs, parce qu'elle a toujours traîné avec des punks, des altermondialistes. Il y a eu un moment où même elle a quitté chez elle et qu'elle faisait les poubelles pour manger, enfin des histoires un peu comme ça, et comment finalement elle a créé une des plus grosses entreprises de mode du monde. Les succès, les échecs, finalement ce sont les aléas de la vie. Il y a des moments qui font marrer, c'est aussi beaucoup de privilèges, j'ai envie de dire, qu'on sent que la nana elle est privilégiée, pas forcément parce qu'elle vient d'un certain milieu, j'ai pas l'impression que ce soit ça, mais je pense que quand on est une femme blanche, forcément dans la vie ça aide. Ce bouquin est sympa, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent les vendre sur Vinted ou eBay ou que sais-je pour 3 fois rien, parce que comme je disais, il y avait la hype autour de ce bouquin il y a 5 ans, mais de ceux qui l'ont acheté, qui l'a vraiment lu, je ne sais pas. Il a beaucoup servi pour faire des photos sur Instagram, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui l'ont lu? Je ne pense pas. Sophia Amoruso, il y avait une série sur elle qui s'appelle aussi, je pense, Girl Boss sur Netflix. Il n'y a pas eu des bonnes reviews et je crois qu'elle a été annulée la série, je ne l'ai pas regardée. Et maintenant elle a créé son podcast et son média, il me semble. Je sais pas ce que ça donne, mais je sais que c'est à peu près les mêmes thématiques. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, renseignez-vous. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est ce bouquin qui s'appelle Sur le contrôle de nos vies de Noam Chomsky. Je l'ai lu de façon inattendue parce que c'est ma copine Myriam qui l'a laissé dans ma chambre à Londres quand elle est venue crécher chez moi, et elle l'a oublié. Et quand j'ai vu que c'était un bouquin qui, ma foi, n'était pas très très large, je me suis dit oh je vais le lire, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et ben je savais pas dans quoi je me lançais, parce que Noam Chomsky, moi j'avais lu des articles sur lui sans vraiment savoir qui c'était. Pour moi c'est un écrivain, un essayiste très branché sur la finance et la géopolitique, et surtout que les gens intéressés par l'anticapitalisme et les alternatives au capitalisme aiment beaucoup, parce qu'il
de ce que j'ai lu dans la presse, c'est quelqu'un qui présente justement des alternatives ou qui explique comment on s'en est retrouvé là. C'est typiquement de quoi parle ce bouquin. Il parle des différents mécanismes avec les États-Unis, avec l'Europe et avec l'Amérique latine. Il explique comment les gouvernements sont devenus des multinationales et comment les multinationales ont eu un poids plus important que les gouvernements et la démocratie, et comment en fait aujourd'hui les institutions qui dirigent le monde, c'est pas l'ONU, c'est pas l'OTAN, c'est pas les gouvernements des pays, c'est les multinationales, donc par exemple Amazon, Facebook, Google et Netflix. Comment en fait on a donné tous nos droits et on a donné tous les droits aux multinationales via divers traités pour gérer nos données, notre argent, tout ça, en toute impunité, et comment en plus cet engrenage s'est mis en place et on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre alternative, alors que on sait tous, je pense, qu'il y a d'autres alternatives au capitalisme, notamment aujourd'hui quand on parle de décroissance, tout ça, pour freiner le réchauffement climatique, la crise climatique même. Donc voilà, c'est un livre qui remet un peu les pendules à l'heure et qui nous rappelle qu'on vit un peu dans une bulle où on se dit qu'on met notre confiance dans les gouvernements, mais qu'en fait les gouvernements ont été dépouillés de tout contrôle par les multinationales. Donc effectivement, au début, c'était pas très digeste, j'avais beaucoup de mal à comprendre dans quoi je m'étais embarquée, surtout qu'il n'y a pas de chapitre machin, donc je peux pas vraiment faire de pause. J'ai mis 3-4 jours à lire les 30 premières pages. Et après, les 30 dernières pages, je les ai bouffées en 1 heure dans l'Eurostar en revenant à Paris. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus cette année, il y en a donc 8. J'espère que en 2020, je vais pouvoir en lire plus. J'en ai déjà quelques-uns en tête que j'ai envie d'acheter. Je vais essayer de ne pas les acheter sur Amazon, parce que comme je viens de vous dire, il ne faut pas donner de pouvoir aux multinationales. Surtout pas Amazon, on le sait. Donc je vais essayer de soit les trouver en charity shop, soit de les trouver. Il y a pas mal de bouquins sur Vinted, hein. Regardez les gens sur Vinted. J'ai déjà googlé quelques librairies indépendantes à Londres, je vous invite à faire ça. Googlez les librairies indépendantes, vous qui achetez des bouquins. Les librairies de seconde main, Gilbert Jeune et compagnie, pour vous fournir des bouquins déjà moins chers et en plus qui ont un impact moindre sur la planète. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à lire. Ça fait du bien pour les gens qui ont du mal à s'endormir parce qu'on est tous sur nos écrans, machin. Moi, je coupe tout 1/2 heure avant d'aller me coucher, je lis mon bouquin et je dors vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc on y croit, 2020, plus de 8 bouquins.